Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ils sont nombreux, ces gens qui parlent au nom du régime et qui vous affirment, sans sourciller, que l'Algérie est un État de droit, que les institutions de cet État ne sont pas un mot creux, et que malgré des abus qui peuvent se produire ici et là, comme dans tous les pays du monde par ailleurs, il n'en demeure pas moins que l'Algérie de Bouteflika, comme ils disent, est un pays où les droits des citoyens sont préservés, où la justice est indépendante, où la violation du droit, lorsqu'elle peut se produire, n'est que l'infime exception qui confirme la règle générale. Un État exemplaire en somme. Pourtant, dans l'atroce réalité, l'injustice, l'oppression, le fait du prince sont devenus autant de gourdins entre les mains de soudards qui ne tentent même plus de dissimuler leur penchant irrésistible à l'oppression dans le silence assourdissant d'une presse et d'une classe politique qui rase les murs de la cité ou, pire encore, qui se font les voix de leur maître. L'affaire Hadjouti est significative à cet égard. Cet homme qui a été enlevé en présence de sa propre épouse et qui ne revint à sa famille que dans un cercueil plombé. Malgré son extrême gravité, l'affaire a été littéralement passée à la trappe, autant par la justice que par la presse et par la société civile d'une manière générale. Et même pire que cela, certains médias ont été jusqu'à titrer que cet homme s'était donné la mort, qu'il s'était suicidé, alors que tous les éléments en présence, tous les témoignages confluent de façon plus que troublante vers l'hypothèse de longues tortures qui ont provoqué la mort. Ses proches ont tenté d'alerter toutes les autorités et l'opinion publique, mais ils se sont trouvés face à un mur. Il semble que l'ordre d'enlever Hamza Hadjouti soit venu des plus hauts sommets de l'État, du moins de ses plus hauts sommets sécuritaires. L'épouse, la sœur et le beau-père de la victime sont avec nous aujourd'hui pour vous dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, pour vous prendre à témoin, pour vous demander de les soutenir. Avant de les recevoir, je voudrais vous parler du beau-père de feu Hamza Hadjouti. Il s'appelle Rabh Zerari, plus connu sous son nom de guerre, commandant Azdin. Le commandant Azdin ne devrait plus être présenté si les forgerons de l'histoire, qui la tordent à leur gré, ne l'avaient pas décliné de façon à occulter les vrais héros et de nous imposer des épopées chimériques d'embusqués qui ont été improvisés, grands moujahidines. Le commandant Azdin est un personnage haut en couleur, véritable héros de la révolution algérienne dont il fut une figure romantique et chevaleresque. Il s'y est distingué de façon réellement admirable. Commandant de la 2e zone autonome d'Alger, entre autres fonctions, il eut l'honneur d'être la bête noire du colonel Bijard et plus tard de l'OAS, qu'il combattit pied à pied. Nombreux sont ceux de ses compagnons qui affirment que s'il était tombé au champ d'honneur pendant la guerre, il serait aujourd'hui au panthéon des plus grands chouhada. Nombreux, et j'en suis, qui ne sont pas d'accord avec lui sur ses engagements politiques après l'interruption du processus électoral. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en fût, il reste un homme de conviction. Je me bornerai aujourd'hui à vous lire un extrait d'un témoignage d'un soldat français, Francis Decker, qui a
combattu les moudjahidines du commandant Azz-Din. Et je vous ferai écouter le témoignage de celui qui devint le général Bijar et qui fut le plus grand ennemi de commandant Azz-Din. Mais écoutez cet extrait du témoignage du soldat français. Je le cite. « Mon commandant, je me permets de vous écrire pour vous exprimer mon admiration pour le résistant que vous êtes. Je suis un ancien du 3e RPC, à l'époque commandé par Bijar, et j'ai eu l'occasion de participer au combat d'Agunenda. Je reste persuadé que si nous n'avions pas eu l'appui de l'aviation, nos pertes auraient été plus grandes. Cette guerre m'a beaucoup marqué car le combat que nous menions était injuste, alors que ce qui faisait votre force était ce combat que vous meniez pour la liberté de tout un peuple. Mon passage dans votre beau pays m'a fait l'aimer aussi, ainsi que ses habitants. Je dois avouer que j'y ai découvert de grands hommes et que de catholique j'ai embrassé l'islam dans tout ce que cette religion représente d'humanité. Aujourd'hui, âgé de 79 ans, je souhaite de tout cœur que nos deux pays puissent établir des liens d'amitié et de fraternité. Pour moi qui me suis trouvé dans le camp adverse au cours de la bataille d'Agunenda, je vous considère comme l'un des plus grands résistants dont peut s'honorer l'Algérie. » Et plus loin, le même soldat. « On peut dire que le commandant Azz-Din est un maître de la guérilla. Il a beaucoup marqué ma jeunesse et je lui conserve mon estime et mon admiration. J'aurais pu servir un tel chef si nous n'avions été dans des camps opposés. » Fin de citation. Écoutons à présent le témoignage du général Bijar. C'est le plus haut grade. Et à la fin, il restait combien de... Ah, j'ai commandé, j'avais la plus belle unité. C'est le commandant Ali Khoudja, que j'ai dirigé pendant 1 an et demi. 1200 hommes, il nous en reste 10. Sur 1200 hommes, il en reste 10. Commandant, général Bijar, excusez-moi, général Bijar. Il a été commandant. Il a été commandant, c'est sûr. On a un peu l'impression, quand on vous écoute raconter cette guerre, on a un peu l'impression qu'il y a 2 grands fauves qui se traquaient sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que le commandant Azz-Din était un des combattants les plus brillants d'Algérie, et particulièrement de la wilaya 4. Et moi, je travaillais sur les 6 wilayas en Algérie. Autrement dit, on me trimballait de la frontière marocaine à la frontière algérienne, on me ramenait dans l'Atlas Blidin, je repartais me battre dans le désert à Timimoun. J'étais un petit peu la réserve du général Salan. Alors je me battais un peu partout, mais je reconnais qu'un des adversaires les plus difficiles que j'ai rencontrés, les plus durs, et qui faisait la guerre la plus propre, parce que le commandant Azz-Din était comme moi, il avait son idéal, moi j'avais le mien, il travaillait pour sa patrie, moi je travaillais pour la mienne, et il était toujours à la tête de ses hommes. D'ailleurs, je crois que le commandant Azz-Din a été blessé 13 fois, donc ça veut dire qu'il était près de ses hommes, et il a essayé de faire la guerre la plus propre possible, autant qu'on puisse faire une guerre propre. Et moi, c'était exactement la même chose. Autrement dit, nous avions beaucoup d'estime l'un pour l'autre, et c'est un fait, et c'est pour ça que le retrouver, ça me fait plaisir. Mais je voudrais élever un petit peu le débat, parce que je pense qu'il ne faut plus engager de polémique. Cette guerre d'Algérie, ça fait 20 ans, c'est le passé, ce qui compte, c'est demain. C'est demain. Alors je pense qu'Algériens, Français, c'est un vieux ménage, mais qui va se retrouver, c'est inévitable, demain, après-demain, et d'une façon très sérieuse, j'en suis persuadé. C'est d'ailleurs mon vœu le plus cher, et je le disais encore hier soir, je pense que, comme disait le commandant Azz-Din, bien sûr on avait l'aviation, on avait l'artillerie, on avait beaucoup de moyens, ils ne pouvaient pas vaincre l'armée française, mais ils se sont admirablement battus. Vous pourriez me demander pourquoi, dans l'affaire de l'enlèvement et de l'assassinat d'un homme par des barbouzes qui ont commis leurs crimes sans s'en cacher, j'ai voulu évoquer le passé du commandant Azz-Din, son beau-père. Eh bien, c'est qu'en plus d'avoir voulu rendre un hommage à ce grand héros, j'ai voulu signaler d'abord que ça n'arrive pas qu'aux autres, ensuite que plus personne n'est à l'abri dans notre malheureux pays, en plus du fait qu'il n'est pas exclu que Hadjoti Hamza a peut-être été assassiné parce qu'il était justement le gendre du commandant Azz-Din et que certains ont peut-être cherché à l'atteindre à travers son gendre. Aujourd'hui, Observe Algérie.
Mon mari a été enlevé et assassiné par des agents de DRS, accuse la fille du commandant Asdin, par Khaled Bell. Algérie patriotique. Exclusif. Le gendre du commandant Asdin Hamza Adjouti s'est suicidé, par Sarah Lina. Liberté Algérie. Mort suspecte du gendre du commandant Asdin. Le silence troublant de la justice, par Karim Kébir. Avec nous donc pour en parler, commandant Asdin, le beau-père de Hamza Hadjouti, Fifi Hadjouti, la veuve de Hamza Hadjouti, et Aïcha Hadjouti, la sœur de Hamza Hadjouti. Je vais commencer par la veuve de la victime, Fifi Hadjouti. Merci d'être avec nous pour parler de cette tragique affaire. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Hadjouti. Alors, vous êtes la veuve donc de Hamza Hadjouti. Ce mercredi 22 novembre 2017, vers 20h, hein, vous étiez avec votre mari, Hamza Hadjouti, vous rendiez une visite, je crois, au papa de feu votre mari. Et lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé, je vous laisse nous raconter, s'il vous plaît. Oui, le mercredi 22, vers 20h, on s'est rendu à l'hôpital Mustapha pour rendre visite à son père parce qu'il faisait une intervention du cœur. On y est resté à peu près 25 minutes. En sortant du service cardiologie, j'ai aperçu un monsieur qui était derrière nous. Et j'ai dit à Hamza, pourquoi ce monsieur il me suit là? Hamza m'a dit, oh, tu crois que tout le monde te suit? Il n'a pas fini sa phrase que j'ai vu une vingtaine de personnes Une vingtaine, hein, vous dites bien une vingtaine de personnes. Oui, à peu près une vingtaine. Oui, d'accord. Donc, ils ont interpellé mon mari en lui disant Mita Karim, chauffe pas, police. Mon mari leur a dit non, monsieur Karim, on a Hamza Hadjouti. Ah, ils m'ont dit c'est toi qu'on cherche, oui, c'est toi qu'on cherche. Présente-moi une pièce d'identité. Il n'avait pas sa pièce d'identité sur lui, il avait un porte d'armes qu'il a présenté. Vous voulez dire il avait un certificat, une carte de port d'armes qui lui a servi de pièce d'identité pour s'identifier. Une autorisation qui lui a servi de pièce d'identité. D'accord. Et donc il leur a remis le port d'armes pour prouver de son identité et il leur a remis l'arme avec. Alors attendez, parce que c'est très important. Alors au moment où il a remis la carte du port d'armes, il a remis l'arme qu'il portait sur lui. Oui, il l'a remis. Et ils ont pris l'arme, parce que c'est très important pour la suite de ce que vous allez nous dire par la suite. Je vous en prie, poursuivez. Donc il a remis le porte d'armes et il a remis l'arme avec. Il y a quelqu'un qui a voulu le bousculer un petit peu. Il lui a dit ne me bouscule pas, je monte tout seul dans la voiture. Il a été embarqué dans une voiture noire. Attendez, je me permets de vous interrompre un petit instant. Avant cela, est-ce qu'il a reçu une convocation de la police ou de la gendarmerie? Jamais. Est-ce qu'il y a eu une plainte déposée contre lui par quelqu'un, qui que ce soit? Non. Poursuivez, je vous en prie. Aucune plainte, aucune convocation. Poursuivez. Alors, ils l'ont monté dans la voiture. Donc ils l'ont monté dans cette méga. Je suis désolée, je suis un peu sous l'émotion. Mais je comprends parfaitement, madame. Journée du je comprends. Nous comprenons tous. Donc, ils l'ont monté dans la voiture, noire, type Mégane. Alors, il y avait deux grands bonhommes avec lui derrière. Il y avait un chauffeur
Et il y avait le passager conducteur, quoi. D'accord. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai essayé de les ralentir. J'ai paniqué. Je leur ai dit, qui c'est qui nous prouve que vous êtes de la police? Donc, il y a un des agents qui m'a montré une carte. Mais une seconde, j'ai même plus le temps de la lire. Hein. Et il m'a montré aussi son talkie-walkie. Et je lui ai dit, pourquoi vous arrêtez mon mari à 20h dans un hôpital? Et il m'a dit, non, non, votre mari n'est pas en état d'arrestation. On a besoin de lui, il va nous aider à régler une affaire. Alors moi, je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, mon mari, c'est un flèche, qu'est-ce qu'il va vous aider à faire quoi? Je rappelle que votre mari est agriculteur à la Mitidja, où il possède des terres agricoles en famille, avec d'autres membres de sa famille. Ils sont flèches de génération en génération. Et je vous laisse poursuivre. D'accord. Et alors le chauffeur, là, il me dit, Madame, arrêtez, vous êtes en train de nous ralentir, attendez-nous ici à l'hôpital. Dans 2 heures à peu près, on va vous ramener Hamza. Et moi, je lui dis, jamais, je ne reste pas là. Soit vous m'arrêtez avec mon mari, soit vous me déposez chez moi. Moi, j'étais dans l'incapacité de conduire, je tremblais de partout. Et donc, entre-temps, il y en a un qui appelle le chef. Et il lui demande, voilà, sa femme, elle est pardon. Il m'a dit, bon, c'est quelqu'un d'autre qui me répond et qui me dit, voilà, le chef, il a accepté, on vous ramène chez vous. Donc, Hamza, il est parti dans la voiture. Une Polo le suivait. Il y avait une autre voiture, une Léon. Et moi, les 4 personnes sont montées avec moi dans la voiture. Un qui conduisait, un côté passager, un derrière avec moi. Dans votre voiture? Dans ma voiture. D'accord. Et dans quand je suis montée dans la voiture, je n'arrêtais pas de poser des questions. C'est comme si je parlais à un mur. À un moment donné, ils m'ont dit, ils ont reçu un appel de leur chef, un certain Shafiq, et je suis désolée, je suis perturbée. Je vous en prie, prenez votre temps. Allez-y. Le chef a demandé à ce qu'on m'enlève mon téléphone. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'essayais de joindre mon père, mais j'ai quand même réussi à lui parler à mon père quand on était dans le parking de l'hôtel, de l'hôpital, pardon. Et je lui ai dit, ils ont enlevé Hamza, ils ont enlevé Hamza. Et mon père, je l'entendais crier, qui, comment, taxi, qu'est-ce qui se passe, où vous êtes? Et puis, voilà. Et après, donc sur le chemin du retour pour m'accompagner, ils ont voulu prendre la petite route de Bouchaoui. Et quand la petite route des Cheraga, pardon. Et quand j'ai demandé pourquoi on prend cette route, pourquoi on ne prend pas l'autoroute, le chauffeur m'a crié dessus en me disant, tais-toi, tu ne vas pas nous montrer ce qu'on doit faire. Et en fait, ces gens, ils m'ont traumatisée. Je ne sais pas si je vais être traumatisée à vie, mais je suis détruite par ces gens. Je suis complètement... Alors, nous allons essayer d'abréger un peu pour laisser du temps au plus essentiel. Vous arrivez chez vous, vous trouvez votre père en train de vous attendre. Voilà, je trouve mon père en train de m'attendre. Il me dit, ils sont où, ils sont où? Je lui dis, ils m'ont lâché à Bouchaoui et ils sont partis. Mon père décide d'aller à la gendarmerie pour déposer plainte. Voilà. Moi, j'appelle entre-temps toutes les gendarmeries, toutes les polices. Personne n'a entendu parler de Hamza Hadjouti. Je prends mon téléphone pour le localiser parce qu'on a un téléphone commun, donc j'ai la localisation. Ah, attendez, c'est très important. Donc, vous avez un système, une application commune où vous pouvez vous localiser l'un l'autre grâce à votre téléphone respectif. Et là, vous l'avez localisé. Moi, lui, les enfants, tout le monde, quoi, toute la famille.
Et là, vous l'avez localisé, il se trouvait où? Alors, quand je l'ai localisé, j'ai vu d'abord la clinique Chifa. La Et clinique? en face, il y a la caserne, la clinique Chifa. Oui, d'accord. Et donc, à côté de la clinique Chifa, il y a la caserne Anfat. La caserne Antar de l'ex-DRS, actuel DSS. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, d'accord, d'accord. Qui se trouve à Ben Aknoun, il me semble. Non, elle se trouve à Hydra. Hydra, ok, très bien. Oui. Voilà, et donc là, j'ai localisé Hamza. Et voilà, c'était là, tu sais, après le téléphone, il s'est éteint. Ils l'ont éteint parce que j'arrêtais pas d'appeler. Personne ne répondait et le téléphone s'est éteint. Samedi 25. Alors, 22, il a été enlevé le 22 à 20 heures. Oui, le 20. Il n'a pas apparu le 23, le 24, le 25. Oui, le 25. D'accord. Le 25, quand mon père a décidé de faire une lettre pour l'envoyer à la presse pour dire, voilà, mon beau-fils, il a été kidnappé. D'accord. Parce qu'aucune institution n'a pu nous répondre et nous dire que Hamza est détenu quelque part. D'accord, oui. Donc le 25, mes beaux-parents, pas moi, hein, mes beaux-parents reçoivent une convocation. D'accord. Alors mon beau-frère, il vient me voir, il me dit, voilà, j'ai reçu une convocation de la gendarmerie. À ce moment-là, moi, je... Alors là, c'est la gendarmerie, hein? C'est la gendarmerie. Ah oui, oui, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui convoque, alors qu'elle vous avait dit qu'elle ne l'avait pas chez elle, jusque-là. Ah oui, jusque-là, elle m'a dit qu'on ne l'a pas. D'accord, ensuite? Et pardon, excusez-moi, j'ai oublié un petit passage. Quand jeudi, j'ai été déposer plainte à la gendarmerie. Oui. Et à la gendarmerie, le chef de la brigade de la gendarmerie m'a bien précisé que je ne pouvais pas déposer plainte parce qu'il fallait 8 jours pour une disparition ou un enlèvement, alors que je lui ai dit que mon mari a été enlevé sous mes yeux. Et généralement, quand on dit 8 jours, c'est 8 jours de disparition, pas d'enlèvement. Voilà. Quand il s'agit d'enlèvement, on prend la plainte immédiatement. Exactement. Donc moi j'insistais en lui disant mon mari s'est fait enlever et lui il me disait là qui va faire cet enlèvement. Voilà, et il m'a dit tout ce que je peux faire c'est une main courante. Est-ce que tu veux la faire? Je lui ai dit je veux faire tout ce qu'il faut faire pour mon mari. Voilà. Après revenons au 25. Donc mes beaux-parents étaient convoqués. Ils sont venus me voir. Moi, j'étais très heureuse parce que je pensais, ça y est, j'ai retrouvé Hamza. Donc j'y vais, je suis contente. Je dis à mon père, oui, il faut qu'on m'achète à manger, des cigarettes, des choses comme ça. On se présente à la gendarmerie. On attend un petit peu, on est monté au 4e étage. On est reçu par 7 personnes à peu près, des colonels, des capitaines, je pense. Voilà, des officiers. Alors, il me dit, Madame Hassoté, comment votre mari a été enlevé? Moi, d'un coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas vrai. Je viens à la gendarmerie pour apprendre des nouvelles de mon mari. C'est moi qui dois leur donner les nouvelles. Alors, je me suis dit dans ma tête, je ne crois pas. La gendarmerie, ils savent ce qui se passe. Moi, je vais quand même raconter l'enlèvement, comme je viens de vous le raconter. Et quand j'ai fini, il m'a dit, Hamza, votre mari est mort. C'était un cauchemar. J'avais l'impression d'être dans un film. J'ai crié, j'ai hurlé. J'ai même, je m'excuse par rapport au public, j'ai même fait pipi sur moi, comme un condamné à mort. Oui. Après, à un moment donné, je leur ai dit, non, c'est vous qui avez tué Hamza, c'est vous l'avez assassiné, vous l'avez tué. J'ai pas arrêté de répéter que ça, parce que mon mari, ils l'ont pris vivant. Comment ils me le rendent mort? Et les gendarmes m'ont dit, ah non, madame,
D'accord. Le gendarme vous a dit ça, hein? C'est pas chez nous, c'est chez le DRS. Il m'a dit ça. Il m'a dit il n'était pas chez nous, madame, il était chez le DRS. D'accord. Et après, il m'a dit, nous, on est réquisitionnés pour enquêter de l'assassinat d'Ahtoté. Il a dit l'assassinat à ce moment-là, hein? Il a dit de la mort ou de la mort. D'accord, Moi, d'accord. pense. Très bien. Oui. Alors ensuite, Et puis, ensuite, bon ben voilà, j'ai été avertie de la mort de mon mari qui se trouvait à la morgue. Il fallait le récupérer, pas aujourd'hui, mais demain. Le lendemain, donc le jour même, je ne pouvais pas le voir. D'accord. Alors 2 personnes me raccompagnaient en bas parce que j'arrivais pas à passer. Et c'est ces 2 gendarmes-là qui m'ont accompagné, une femme et un homme, pour attendre que quelqu'un vienne me chercher. À ce moment-là, je vois un monsieur en civil aussi qui vient m'intimider. Il me criait dessus. Il dit, allez, je quitte, où je gagne, où je parle. Et moi, je regardais les gendarmes. Je me disais, c'est quoi ça? Les gendarmes n'ont pas penché à ce moment-là. Ils n'ont pas dit un mot. Et au bout de 5 minutes, disons, il lui a dit, le gendarme a dit au monsieur, je connais ça. Et ce monsieur en civil, il dit au gendarme, je connais. Après, ils se sont murmurés quelque chose dans l'oreille. Et la personne en civil est partie. Elle a repris son chemin. Alors, nous allons arriver au moment où vous avez été autorisé à voir votre mari ainsi que votre famille à la morgue. Donc dimanche. Dimanche à 6h30 du matin, j'étais à l'hôpital Mustafa, à la morgue. Je rappelle seulement que vous avez appris qu'il était mort 3 jours après son enlèvement. C'est bien ça? Oui. On va retenir que l'arme, il l'a remise en votre présence et qu'il n'a pas paru que 3 jours, qu'il n'a paru que 3 jours plus tard, où on vous a déclaré qu'il était décédé. Et alors, vous êtes autorisé à aller à la morgue, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais à la morgue à 6h30. Je trouve le chef des médecins légistes là-bas. Il me fait rentrer dans un bureau. Je m'assois, je lui dis, voilà, je suis la femme de Hadjota Hamza. Il me dit, oui, oui, bien sûr. S'il vous madame, ni de la police, ni de DRS, ni de la gendarmerie. Je suis obligée, monsieur, excusez-moi, je veux voir mon mari. Je veux juste voir mon mari. Je suis descendue à la mort. J'ai été le voir. Que son visage. Alors, comment ça que son visage? Ils vous ont pas laissé voir le reste de son corps? Ah non, interdit. Et comment? Ils ont maintenu le drap au niveau de son cou? Ben, on était encerclés, on ne pouvait pas bouger. Vous n'étiez pas seul avec lui? Pardon? Non, je n'étais pas seule. Et vous m'aviez dit, lorsqu'on a parlé au téléphone, qu'ils vous ont retiré votre téléphone portable et vous ont interdit de prendre des photos de votre mari. Moi, ils m'ont interdit de prendre des photos, ils ne m'ont pas enlevé le téléphone. Et ma belle-sœur, ils m'ont enlevé le téléphone. D'accord. Alors... moi, ils m'ont surveillé. Alors, ils ne vous ont pas laissé voir le corps de votre mari pour voir si elle avait été torturée. Ils vous ont empêché de prendre des photos. Et ensuite, vous m'avez raconté que pour ce qui est des toilettes funéraires, ils vous ont dit que ce n'était pas à vous de le faire, que c'était eux de le faire. C'est eux qui l'ont fait. Oui, quand j'ai demandé, j'ai dit, moi, mon mari, on le lave à la maison. Ce même médecin légiste a dit, oui, il n'y a pas de problème, madame. Alors, on attendait tranquillement qu'ils nous remettent le corps. Il vient me voir, il me dit, le procureur de Bermandraïs vous cherche en urgence. Il faut aller le voir. Donc, je vais directement le voir. J'arrive au tribunal. Et on me dit, mais non, le procureur de Bermandraïs ne vous cherche pas du tout. Si vous voulez quelque chose, dirigez-vous vers la gendarmerie de votre ville. À ce moment-là, j'appelle mon père
Et je lui dis voilà, ils m'ont envoyé au tribunal de Bermandraïs. Et maintenant, ils me disent d'aller à la gendarmerie. Mon père, il m'a dit rentre en Mitmisrobek. Et après, je suis repartie vers l'hôpital pour récupérer le corps avec mes belles-sœurs et mes beaux-frères. On a trouvé mon mari, mghsel, moudjed, et mis dans un cercueil scellé. Ah, alors ils ont procédé à la toilette funéraire eux-mêmes, puis ils ont plombé le cercueil. Ils ne l'ont pas laissé ouvert. Ah non. Alors, et ensuite, quand ils ont livré en quelque sorte, excusez du terme, le cercueil à la maison, vous m'aviez dit qu'il y avait des femmes qui étaient venues, très probablement des agents de la DSS ou du DRS, qui étaient là au milieu de votre famille, en train de prendre des photos d'un peu tout le monde. Oui, oui. Avant ça, ils nous ont interdit de ramener le corps de Hamza au domicile, enfin à notre domicile familial. Ils nous ont dit le corps de Hamza, il va direct à Htatba et il s'est enterré, il reste 10 minutes et il s'est enterré direct. Et Htatba était infesté de sécurité militaire, de gendarmerie, de partout, même des gendarmes. D'ailleurs, ils étaient là ce jour-là. Alors, une question. D'abord, pourquoi vous n'avez pas procédé à une demande de contre-expertise de l'autopsie? D'abord, attendez. L'autopsie, est-ce que le rapport vous a été remis? Non. Non. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment il est, d'après eux, comment il est mort? Alors, le médecin légiste, il m'a dit l'autopsie, je ne peux pas vous la remettre, c'est interdit. D'accord. Mais il la remet à votre avocat? La gendarmerie. Non. La gendarmerie, je leur ai dit, mon mari, expliquez-moi, donnez-moi des explications. C'est interdit. Alors, nous allons aller un peu vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vais vous demander. D'après eux, comment il est mort? D'après eux, ils vous ont dit qu'il s'est suicidé. D'ailleurs, de nombreux journaux proches du régime se sont empressés de dire que Hamza Hadjoti s'est suicidé. En se tirant 2 balles, pas une, 2 balles dans le corps. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, les journalistes. Et alors que cette arme, vous l'avez vue vous-même la remettre aux gens qui l'ont interpellé, qui l'ont enlevé. Exactement. Alors, de deux, pourquoi vous n'avez pas demandé une contre-expertise de l'autopsie et une exhumation du corps? Même s'ils ne vont pas le faire, mais pour marquer le point, pour dire nous ne faisons pas confiance à votre autopsie, vous avez enterré le corps sans qu'on le voie, nous voulons le voir, constater ce qui lui est arrivé et nous demandons une contre-expertise de l'autopsie. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? On a déposé une plainte au niveau du procureur d'Alger et on reste sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Alors, restez avec nous. Je vais parler à votre père s'il est à vos côtés, puis à la sœur de Hadjoti, Hamza. Mais avant cela, d'abord quelques images sur les membres de la famille de Hamza Hadjoti qui réclament justice. Écoutez. لنا فيديو جديد ورانا نطالبوا باظهار حقيقه موت حمزه حجوطي ربي يرحمه ورانا نقول لكم ماناش ساكتين لدقيقه تاليه ان شاء الله ورانا نمد الكلمه لياسين وليد عمي. بون السلام عليكم، انا ياسين لا فامي تاع حمزه حجوطي، حنا كامل كيما انا لا فامي تاعو. اليوم جيناكم فيديو جديد ماذا بينا تفهمونا وتوريو لنا كيفاش كانت الوفاه تاع حمزه حجوطي. هذا المرحوم الله يرحمه حنا بالضبط لحد الساعه صافي 15 جور مازال ما فهمتوناش كيفاش مات ولا كيفاش توفى ولا كيفاش صار. Commandant Asdine, vous êtes avec nous? Allô, oui. Bon, salam alaikum, bonsoir, commandant Asdine. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous. On aurait voulu que ce soit en d'autres circonstances. Vous avez beaucoup d'admirateurs ici dans cette chaîne. Nous connaissons très bien votre parcours, l'homme chevaleresque, le grand combattant que vous avez été. Nous sommes désolés de vous recevoir dans de telles conditions. Mais sinon, commandant Asdine, vous me permettrez de vous appeler commandant Asdine. C'est comme ça que vous appellent tous les Algériens. Comme vous voulez.
Alors, commandant Asdin, Oui. est-ce que vous pouvez me dire d'abord d'emblée, d'après vous, est-ce que vous avez des doutes? Pourquoi, d'après vous, a-t-on enlevé et assassiné votre gendre? Écoutez, les premières impressions que j'ai, ils l'ont assassiné pour me toucher. Pour me toucher, et peut-être aussi, c'est une guerre entre eux et moi. J'étais à l'état-major général. J'ai dirigé toute l'armée des frontières, avec, bien sûr, avec Boumediene, Qaïd Ahmed Menjli. Je connais tous les responsables militaires. Donc j'ai gardé des contacts avec eux. Donc certains occupaient des fonctions très hautes. Alors, il se peut, parce que j'ai gardé des contacts très liés avec d'autres camarades, d'autres frères de combat, ils ont fait des calculs dans leur guerre de clan. Alors, c'est pour ça qu'ils m'ont touché. Ils ont jugé que c'était mon talon d'Achille. Voilà. Je vais vous parler à cœur ouvert. D'après certaines informations qui circulent et d'autres, il y a beaucoup de propagande contre vous, hein, de gens qui vous en veulent. Mais il y a aussi des gens qui disent que cet assassinat aurait été télécommandé du plus haut de la DSS, l'ex-DRS, de son patron, Tartag en l'occurrence, et que ce serait lié aux déclarations de M. Qsantini, Farouk Qsantini, qui est très lié à votre gendre, quand il avait dit qu'il avait vu le président Bouteflika et que celui-ci lui avait déclaré qu'il ne souhaitait pas se représenter pour un 5e mandat. Est-ce que vous confirmez? Je vais vous dire une chose. Oui. Mon gendre est un soldat de plusieurs générations. Il est descendant de générations de soldats. Khater politique. Son tort, c'est d'être mon gendre. Et autour de moi, il y a des gens, des anciens du pouvoir, des gens qui sont en conflit avec ce pouvoir peut-être, ou je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'il a à voir, mon gendre, avec la déclaration de Farouk Qsantini concernant un 5e mandat? Moi, j'ai vu Qsantini par la suite. Je l'ai vu après la mort de mon gendre. Il était paniqué. Le type ne savait plus. Écoutez, jusqu'à maintenant, ça fait l'enterrement. Il n'est pas venu à l'enterrement. Il n'a pas présenté alors qu'il était en contact permanent avec Hamza. Mais, commandant Asdin, est-ce qu'il n'aurait pas été une sorte de victime collatérale dans une sorte de guerre entre services? Vous n'avez jamais caché que vous étiez un ami très proche du général Toufiq. Est-ce que, d'après vous, ce ne serait pas d'une façon directe, une façon peut-être de se venger sur vous à travers votre gendre? Je vais vous dire une chose, je vais vous répondre tout de suite. Oui. C'est possible. Mais je tiens à vous dire. Oui. Wallahi al-Azim, que j'ai jamais discuté avec cet Toufiq de Tartag Hada. D'accord. Pourquoi je parle de Tartag Hada? Déjà, vous avez cité son nom il y a quelques instants. La caserne Antar, par qui elle est dirigée? Et quels sont les hommes
qui habite cette caserne. C'est le DRS, c'est Tartag. Moi, pour moi, j'accuse d'abord les services Tartag et que Tartag se défende en disant que j'ai reçu des ordres plus hauts. Oui, je présume que Tartag n'aurait pas agi de son propre chef. Je pense ou bien il n'a pas agi de son propre chef ou il a fait du zèle. Parce que mon gendre, il a été tué sous la torture. Et ils ont essayé de maquiller son assassinat par le suicide. Montre-moi dans quelle police du monde les plus civilisés, quand on arrête quelqu'un, on lui enlève son arme, s'il a une arme blanche, s'il a une arme blanche. Quand on le fait rentrer dans le cellule, on lui enlève les lacets, on lui enlève sa ceinture. Moi, je témoigne d'une chose. Retenez-la bien. Je connais ces gens-là. Ils l'ont arrêté le mercredi soir, après 20 heures. Le jeudi, c'était le vote. Le vendredi, c'est le repos dominical. Le samedi, il convoque ma famille pour leur dire net. Et dimanche, après avoir dénoncé cet assassinat, il y a des journalistes, pas des journalistes, hacha des journalistes. Il y a des journalistes au service qui ont dit voilà, il s'est suicidé avec sa propre arme. En effet, nous l'avons signalé. Restez avec nous, commandant Azdine. Je reviens à vous dans un instant. J'accueille à présent Aïcha Hadjoti, la sœur de la victime. Aïcha Hadjoti, merci d'être avec nous. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ahlan bik. Alors, Aïcha Hadjoti, وش رأيك في القضية? Quel est votre avis sur cette question? Grave question. هو شايف قضية خوك يبدوه طوال يعيشوا لك أرواح لا جندرميري تروحنا على بالك شو علاش في الحق يقول لك هو سلامة ما تقدروا تجبدوا ما فيها وين كان عندهم وي alors هما اللي قتلوه معليش اونتر نو رحنا حنايا دار ما دايرات لا جوستيفيكاسيون تروح تحبس واحد يبريزونتي لك روحو على البورت دار لا بروميير دي شوز اللي نمشي عليها سي بيان لا بون انا شوف مسلم عندك حاجه انا هذه الوقت لا تخش كاع في راسك جو كنت بصح عيشة حجوطي السيد هذا ربي يرحمه خطفوه نحاولوا الكابوس تاعو قدام مرته يعني صافي ما نجيبش كتروها نحاولوا الكابوس ومن بعد ما ظهرش 3 ايام ومن بعد 3 ايام قعيطوا لكم قال لكم هو مات ومن بعد ما خلاوكمش تشوفوه وما خلاوكمش تغسلوه ودفنوه في صندوق مقفول مبلومبي وعلاه ما طلبتوش اون اكسبرتيز اون كونتر اكسبرتيز تاع لوتوبسي باسكو ماشي من نهار الساندي اللي رحنا لعندها ما بان والو افاك مازال راهي لونكيت عطيو لنا لو اللي خرج به مازال ومن بعد صوتو التريبيونال تعرفوا كلشي ديسكريت ما قعدنا نفهموا والو. عيشة حجوطي أنا مضطر نحبسك. Je suis désolé de vous interrompre parce qu'on vous entend très mal. Il n'y a pas de bonne connexion avec votre ligne. Mais je suis sûr que nous reviendrons vers cette affaire et nous vous inviterons de nouveau. Je reviens à Fifi Hadjoti, la veuve de la victime. Madame Hadjoti, d'après vous, quel est votre sentiment? Quels sont les doutes que vous avez sur cet assassinat, sur cet enlèvement très curieux, très étrange, une vingtaine de personnes qui enlèvent
une personne en présence de sa propre épouse et qui est tué. Et puis 3 jours après, on dit qu'il s'est suicidé, alors que l'arme a été enlevée. Des journalistes qui se précipitent pour dire non, non, il s'est suicidé, alors que tous les éléments indiquent le contraire. Alors, quel est votre avis sur la question en très peu de mots, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps? Alors, je vais vous dire, je suis dévastée parce que je ne savais pas que de mon pays, pour lequel mon père et des gens comme mon père se sont battus, on pouvait enlever et assassiner quelqu'un. Pourquoi? Je n'ai pas l'information exacte. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous comptez entreprendre pour savoir toute la vérité sur cette affaire? Écoutez, cette affaire, elle est murée. Vous savez que la justice est aux ordres, elle ne vous donnera pas satisfaction. Tout le monde, c'est muré. Vous allez au tribunal, personne ne vous reçoit. Vous allez chez un avocat, il vous dit que c'est compliqué. Vous allez... Mais il n'y a rien. On dirait qu'on a l'impression qu'il n'est pas mort. Parce qu'on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas crier, on ne peut pas avoir de réponse, on ne peut pas... Moi, mon fils, ce matin, il m'a dit tu sais, maman, Hamza, il me manque. Il est où? Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Qu'est-ce que je vais répondre à mon fils, moi? Et à ma fille? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Qu'est-ce que je vais leur répondre, en fait? Qu'est-ce que je vais leur dire? Assassiné, pourquoi? Comment? Moi, je suis traumatisée, j'arrive même pas à mettre le pied dehors. J'ai l'impression qu'ils me suivent encore. C'est grave qu'en 2018, en plein jour, en pleine nuit, on peut se faire kidnapper. Je suis dévastée, j'ai besoin d'aide. Tous ces gens, je leur pardonnerai jamais. Les gens qui ont crié au suicide de mon mari, les gens qui ont je ne sais plus. Madame Hadjoti, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Le Magharibiya est à votre disposition, ainsi qu'à la disposition de tous les mazloumins, tous les opprimés qui souhaitent s'exprimer. Marhaba bihum. Je reviens au commandant Azdin. Commandant Azdin, une question que vont se poser tous les téléspectateurs, je vous demanderai d'y répondre, si vous voulez. Comment votre gendre, pourquoi d'abord a-t-il obtenu un permis de port d'armes? Ah, c'est moi le responsable dans ce domaine-là. Je vais vous expliquer. Oui. Hadjoti, يخدم ليل ونهار. La nuit, il va de temps en temps vérifier les jardins parce qu'il y a des vols pendant en pleine saison. Et en même temps, la métier, il y a encore des survivants, des terroristes, les anciens terroristes, etc. Alors j'ai été demandé, moi, j'ai demandé audience au général Hamel, le patron de la police. Il m'a très bien reçu. Je lui ai expliqué que mon gendre vit dans un milieu assez dangereux et difficile. Est-ce possible d'avoir une arme? Et il m'a donné une arme avec le permis de port d'armes et j'ai pris la garantie, écoute-moi, jamais, au grand jamais, Hamza ne l'utilisera à travers. Alors voilà, Hamza n'était ni un agent, ni au service de X ou Y, il était au service de sa famille. Point à la ligne. Il en prit, il pesait 90 kilos, 1,90 m. يضحك ويقصر وحنين. S'il voulait l'arrêter, il suffisait d'une convocation. Il a été kidnappé. Usurpation de fonction, sont fait passer pour la police judiciaire. Ils l'ont séquestré. On ne savait pas normalement où il était. Ils l'ont pris vivant
Ils nous l'ont rendu dans une caisse plombée. Qui est responsable? Commandant Asdin, vous avez écrit une lettre au président de la République l'appelant à intervenir pour faire éclater la vérité. Est-ce qu'il vous a répondu? J'ai appelé le général Hamid. L'habitude, quand je ne le touche pas, il me rappelle. Il ne m'a pas rappelé. J'ai appelé tous les responsables. J'ai écrit une lettre au président. J'ai écrit une lettre au ministre de la Justice. Aucun responsable de mon pays n'a daigné me répondre ou me dire Baraka Firaskum, on va trouver l'assassin. Ils sont tous responsables, plus ou moins, dans ce mutisme. Je dis bien mutisme, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas le courage de me répondre. Commandant Asdin, nous arrivons à la fin de l'émission. J'aurais voulu vous poser une question à l'homme, au combattant légendaire que vous avez été, vous qui avez été réellement à l'avant-garde du front dans la révolution algérienne, qui avait dans les pires ennemis du peuple algérien, dont le général Bijar, dont on sait qu'il n'a reconnu de façon publique et déclarée que le mérite de deux grands révolutionnaires, l'Arbi Ben Mehdi Rabbi Yarhamou et vous-même. Il vous a publiquement salué, il a salué votre courage et votre loyauté, votre droiture. Il disait, vous avez mené une guerre propre. Aujourd'hui, avec le recul du temps, vous qui avez tant donné et vous qui avez vu vos compagnons d'armes tomber à vos côtés, vous vous attendiez à ce qu'un jour l'Algérie soit ainsi livrée à de tels prédateurs? Écoutez, monsieur, nous avons crié sur tous les toits du monde, halte à la torture en Algérie. Nous avons tous rêvé d'une Algérie qui n'a rien à voir de celle que nous vivons aujourd'hui. Les voleurs, il n'y en a pas trop ici. Et tout le monde les connaît. Je vous dis, je profite de cette occasion que cette émission serve à déclencher une enquête en France et partout dans le monde. Si j'ai un bien, les Ferrari ont bien en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, alors que nous savons les autres, qu'est-ce qu'ils ont. Ici, en Algérie, je loue à Véranda pour mes enfants. Si demain on me renvoie, où je vais aller? Moi qui étais patron de la zone autonome. Les villas et les appartements, ça se donnait à gogo à ceux qui venaient de l'extérieur. Et donc, j'arrête parce que là, je suis en train de dévier. C'est la colère. C'est la colère. Je n'arrive pas à me maîtriser. Pardon. Commandant Asdin, moi je vous invite, El Magharibiya vous invite à venir à votre choix. Choisissez le pays de votre choix. À venir parler au peuple algérien à cœur ouvert. Dites tout ce que vous voudrez dire. C'est le moins que puisse vous rendre ce peuple algérien que vous avez tant défendu. Marhaba bik, commandant Asdin, fi kull waqt, si vous souhaitez vous exprimer sur ce qui vous a été infligé, sur ces gens qui ont tenté de salir votre honneur, marhaba bik, l'yom au Ghedwa.
Nous aurons beaucoup d'honneur de vous recevoir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allah yinzi. Allah Et يسلمك. je viens vider mon cœur. مرحبا بك. Et nous ne lâchons pas l'affaire Hadjoti. Ce n'est que le début. Wallahi al-Azim, ce ne sera pas abandonné de ma part aussi. Merci beaucoup, commandant Azdin. Merci beaucoup, Fifi Hadjoti. Merci beaucoup, Aïcha Hadjoti. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et d'avoir constaté avec nous ce que vivent les Algériens en 2017 et en 2018. Khawala khair, bislama.